Si je vous dis Kakehashi, ça vous parle? Eh bien non, ce n'est pas une marque ni un constructeur de véhicules motorisés à deux roues. Kakehashi, c'est le nom de l'un des piliers de la compréhension de la pathologie endodontique. On en entend souvent parler dans les conférences, mais le détail de l'expérimentation est rarement mentionné et pourtant, il est très intéressant. Pour cette nouvelle réponse d'expert, je vous propose donc de revenir sur cette expérimentation et vous la détailler. Que la pathologie endodontique soit inflammatoire d'origine infectieuse, cela ne fait ni doute ni débat. Si vous voulez revenir sur les fondamentaux de cette dualité infection-inflammation, je vous invite à revoir la réponse d'expert numéro 65, dans laquelle je reviens sur les concepts basiques mais ô combien importants des pathologies pulpaires. Vous pouvez aussi être intéressé, en tant que clinicien, par la réponse d'expert numéro 69, où je propose un modèle de consultation pour les patients. Sur le concept de ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, être capable d'expliquer cette situation complexe avec des mots simples confirme une très bonne maîtrise des choses. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir sur une expérimentation princeps et fondamentale qui a permis de démontrer que la présence de bactéries était nécessaire et surtout indispensable pour développer une infection pulpaire et développer une lésion apicale. L'expérimentation de Kakehashi et de son équipe remonte à 65. S'il y a bien un papier que l'on doit connaître, c'est celui-ci. L'objectif était de démontrer le rôle et l'importance des bactéries dans les pathologies endodontiques. Comme pour toute expérimentation, il aura fallu réfléchir à un modèle dit expérimental et un modèle dit contrôle. Le modèle expérimental inclut la présence des bactéries, tandis que le modèle contrôle élimine toute implication des bactéries tout au long de l'expérimentation. Kakehashi a donc sélectionné deux types de rats. Un groupe de rats dits normaux, c'est-à-dire vivants et élevés dans les conditions normales et donc en présence normale de bactéries. Le groupe contrôle, quant à lui, était constitué de rats dits germ-free. On comprend donc une population de rats élevés depuis leur naissance en milieu stérile, à l'abri de toute trace de bactéries. Techniquement, ces rats sont nés par césarienne sous bulle stérile. Et tout au long de leur vie, ils vont être élevés sous cette bulle avec une alimentation elle-même stérile. Ce groupe d'animaux est totalement exempt de bactéries et c'est très important pour la suite de l'étude. L'équipe a réalisé des expositions pulpaires avec une fraise sur deux groupes de rats de la race Fischer, 21 germ-free et 15 dits normaux. Les rats germ-free ont ensuite été élevés dans une enceinte d'isolation stérile. Tous les animaux ont reçu la même alimentation et la même eau de boisson. Les cavités n'ont pas été obturées, laissant ainsi la pulpe exposée au milieu buccal des animaux. Les animaux ont ensuite été sacrifiés à intervalles réguliers entre 1 et 42 jours après le traitement. Les pièces anatomiques extraites ont ensuite été traitées par une technique d'histologie conventionnelle par l'époque. Sur les animaux conventionnels, les dents traitées montraient une nécrose tissulaire associée à une lésion osseuse apicale sur tous les animaux à partir de 8 jours post-opératoires. La présence de micro-organismes était évidente sur tous les échantillons observés. Aucune trace de cicatrisation pulpaire n'a pu être décrite sur cette population. Voyons maintenant ce qui s'est passé sur les animaux dits germ-free. La première observation, qui n'est d'ailleurs jamais mentionnée, est que seuls 85% des animaux traités ont survécu à l'intervention. Les raisons de la mort de ces animaux n'est pas mentionnée dans le papier, et ces animaux ont peut-être une fragilité particulière. L'observation importante est que sur tous les échantillons observés, aucun canal ne montrait de nécrose tissulaire. La pulpe était vivante et presque saine dans la totalité des canaux observés. Aucune nécrose pulpaire et encore moins de lésions apicales. L'inflammation de la pulpe était même très superficielle. Comble de l'expérimentation, les animaux ayant la plus longue période de traitement montraient même des signes de guérison avant la formation du pont, avec une formation de pont partiellement minéralisé dans la partie coronaire du tissu. Les dents observées après 42 jours montraient même une minéralisation très avancée au niveau de la chambre pulpaire, presque une pulpotomie. Je vous rappelle juste que dans cette expérimentation, aucun matériau n'a été placé au contact de la pulpe. On ne parle même pas de bioactivité ou encore moins de contrôle de l'inflammation, juste un contrôle de l'infection. On est très loin de la bataille industrielle qui sévit aujourd'hui, qui consiste à vanter les mérites du meilleur matériau de coiffage pulpaire. Alors finalement, avec une expérimentation assez simple techniquement, même si de nos jours elle serait très difficile à reproduire, l'implication des bactéries dans la mort pulpaire est maintenant indiscutable. L'introduction de ce papier ainsi que la discussion sont extrêmement très intéressants et je vous invite à les lire.
Ce manuscrit a été publié en 65. Et déjà à ce moment-là, les causes d'échec et de succès du coiffage pulpaire étaient discutées et mal compris. Ce qui est assez intriguant, c'est que cette introduction pourrait être réécrite aujourd'hui exactement dans les mêmes termes. L'importance de l'âge du patient, de la profondeur de la carie, tout ça, toujours les mêmes arguments discutés. On se rend compte au final que 55 ans plus tard, malgré toute la recherche que l'on a pu faire sur le sujet, on se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que les nouveaux matériaux ont permis de faire avancer le schmilblick? Probablement plus que ce que nous avons pu le démontrer jusqu'à maintenant. Mais on ne sait toujours pas si les enfants guérissent mieux que leurs grands-parents et surtout, nous ne sommes toujours pas capables de définir des critères exacts d'indication et de contre-indication du coiffage pulpaire. C'est frustrant, mais c'est ainsi. Et cela montre surtout à quel point notre métier et les tissus sur lesquels nous travaillons sont extrêmement complexes. À très bientôt.